La place des Jacobins accueille comme chaque année l'inspection technique des voitures avec ici l'équipe Audi Just qui fera courir 3 prototypes dans ces 24 heures du Mans 2002. Audi qui a déjà un passé de victoire dans la Sarthe, mais personne ne peut jamais prédire les résultats au Mans. Les raisons des récents succès d'Audi ? Se préparer et encore se préparer. La façon dont Audi a préparé cette course est incroyable. Ils se sont alliés au Team Just et c'est une très bonne idée car ils ont beaucoup d'expérience. C'est incroyable de voir ce qu'ils peuvent faire au niveau technique. Ils essaient de penser à tout, de l'entretien de la voiture aux problèmes potentiels. Ils couvrent tout. S'ils viennent ici, c'est pour gagner. Au volant de l'Audi numéro 1, qui a déjà remporté les 2 précédentes éditions de la course, Frank Biela, Tom Kristensen et Emanuele Pirot sont prêts pour une 3e victoire historique. Un trio efficace et modeste. Je ne pense pas que nous soyons si spéciaux que ça. Je pense que ce qui est important, c'est le fait que nous ayons tous les 3 le même niveau et qu'aucun d'entre nous ne se prenne pour une star. Certains veulent dépasser les autres, être les plus rapides et montrer qu'ils sont les meilleurs. Nous sommes heureux lorsque l'on obtient de bons résultats, sans pour cela en faire trop. Et je pense que c'est là le secret, car si on prend trop de risques simplement pour prouver aux autres qu'on est le plus rapide, c'est là que les problèmes peuvent apparaître. Oh, c'est extraordinaire! Une ovation magistrale pour les pilotes et les équipages au départ des 70e 24 heures du Mans. Allez-y! Et alors que la patrouille de France survole les 230 000 spectateurs, les voitures entament le tour de chauffe avant le début de cette 70e édition des 24 heures du Mans. Les qualifications ont eu lieu mercredi et jeudi, le warm-up depuis 9h30 ce matin, mais ce dernier tour avant le départ peut déjà être le théâtre d'ennui. Et d'entrée, une Audi avec un panache de fumée à l'arrière et des étincelles au niveau de la roue avant gauche. C'est l'Audi numéro 3 que pilote Werner Krum, actuellement au volant, et Philippe Peter. Il y a définitivement quelque chose qui ne va pas sur cette voiture, probablement une crevaison. Et effectivement, et cela signifie que toutes les voitures vont pouvoir maintenant la doubler avant même le drapeau annonçant le début officiel de la course. Alors que le Pace Car quitte le circuit. Et c'est Johnny Herbert dans l'Audi numéro 2 à bande jaune et Frank Biela dans l'Audi numéro 1 à bande rouge qui donne le rythme d'entrée. Herbert qui fait tout ce qu'il peut pour coller au talon de son coéquipier. La voiture qui a obtenu la pole position avec Capello ne va pas laisser passer Biela. Et pour la première fois, les pilotes atteignent la nouvelle section du circuit pour 2002 entre la passerelle Dunlop et le tertre rouge. Cette nouvelle section a déjà fait parler d'elle lors des qualifications à cause des bosses qu'elle contient. Et voici les anciens S, alors que les voitures approchent des S du tertre rouge. Et bientôt, la célèbre ligne droite des Hunaudières. Le stand Audi, où l'on change la roue de l'Audi numéro 3. Ce n'est pas vraiment de chance pour ces 3 pilotes allemands, mais ils sont très vite de retour sur le circuit. L'Audi numéro 1 de Frank Biela qui ne veut pas laisser Johnny Herbert trop s'éloigner. Le classement est déjà bien établi avec la Dawn numéro 16 en 3e position, suivi des 2 Oreca Dallara à moteur Judd. Voici l'Audi numéro 3, de nouveau sur 4 roues, et peut-être un peu empressé ici de rattraper son retard.
Et Panos avec des ennuis très tôt dans la course. En quelque sorte une tradition maintenant. Alors que Herbert est toujours devant Biella. Et voici la Bentley numéro 8 qui a réalisé un temps de qualification assez médiocre. Apparemment parce qu'il n'avait pas les pneus adaptés. Et des ennuis très tôt pour la Ferrari 360. Dans la plus légère des catégories, les GT. Et la MG ici qui tente un dépassement sur l'Oreca. Juste à l'intérieur du virage. Oh, et on dirait un abandon ici pour le vétéran japonais Terada. Et des ennuis aussi pour la Morgan numéro 73 à moteur BMW V8. Petite écurie anglaise. Tout va bien en revanche pour Johnny Herbert dans l'Audi numéro 2 alors qu'il s'arrête au stand. Hugues de Chonac qui dirige le team Oreca Dallara. Et un premier arrêt sans souci pour la Bentley. Franck Biella sur l'Audi numéro 1. Et un peu plus loin dans les stands, les outsiders dans la catégorie GTS seront à coup sûr les Chevrolet Corvette, car la Ferrari 550 est vraiment très rapide cette année. Voici la première des MG privées. Alors qu'en tête, le classement est maintenant inversé. De retour à l'ordre normal selon le team Audi. Franck Biella premier, Johnny Herbert deuxième. L'Audi numéro 5 au stand, une Audi privée conduite à l'heure actuelle par le japonais Hiroki Kato. C'est une équipe qui participe aux 24 heures du Mans depuis de nombreuses années. Et il court ici sous les couleurs d'Audi Sport Japon. Un peu de mouvement ici au niveau de la chicane, alors que JJ Leto passe une MG au volant de sa Cadillac numéro 7. Et c'est la première fois qu'une Cadillac réussit cette manœuvre. Et après une heure de course, c'est l'Audi à bande jaune, la numéro 2, qui mène devant l'Audi numéro 1. Bonne position pour les deux MG Lola, respectivement 7e et 8e. Et l'Audi des Japonais ici en 9e position. Oh, gros accident ici pour Werner Lubberger au volant de l'Ascari à moteur Judd. Il a été droit dans le mur. On le voit ici au ralenti. On dirait que quelque chose s'est cassé à l'arrière. Et la voiture traverse les graviers. Puis repasse sur la piste. Et heureusement que personne n'arrivait à ce moment-là. Et il se retrouve finalement dans les graviers de l'autre côté, avec aucun moyen de freiner. Quel impact! On dégage la numéro 21 avec son pilote, le Sud-Africain, toujours au volant, qui heureusement est indemne. Mais c'est la fin des 24 heures pour l'équipe Ascari qui n'avait qu'une seule voiture engagée dans la course. Et un petit tour dans les graviers aussi pour la Lola MG privée, la numéro 30 de Night Hawk Racing. Et dans la catégorie GT, la Porsche numéro 80 est toujours en tête. Tom Christensen, toujours aussi athlétique au moment où il se prépare à remplacer Franck Biella. L'équipe à laquelle s'ajoute Emmanuel Pirot a déjà remporté 2 fois cette course et va être très difficile à battre cette année. Et Christensen quitte les stands sans encombre. Mais il retrouve la piste juste devant Johnny Herbert, qui doit en être à son 3e relais d'affilée. Et des ennuis dans la catégorie des 675 pour la Reynard Rock. Il y a beaucoup de monde ici au virage d'Arnage. Les Oreca Dallara sont coincés derrière les Audi au moment où elles essaient de doubler une des Porsche.
Et comme souvent, réussir à gérer le trafic est l'un des facteurs essentiels ici aux 24 heures du Mans pour les voitures les plus rapides. Beaucoup de circulation à cet endroit de la piste. Les Audi qui se feraient un passage parmi les attardés. Et encore un exemple ici alors que les Audi tentent de dépasser la Panos Mugen numéro 19 pilotée par Milka Duno, la vénézuélienne. Ce qui provoque un changement au classement provisoire de la course puisque Tom Kristensen s'est retrouvé coincé derrière la Panos et que Johnny Herbert en a profité pour passer devant. On voit le ralenti. Kristensen a en fait eu de la chance de ne pas se faire sortir de la piste si on considère la conduite très approximative de la jeune femme. Et c'est une crevaison ici pour Olivier Thévenin au volant de la Porsche 911 de Luc Alphand. On a beaucoup parlé de ce nouveau gravier cette année. Et certains disent qu'il est très coupant. Et la première voiture à en avoir fait les frais, c'était l'Audi numéro 3 en début de course. Philippe Peter qui prend sa place. Et un moment d'angoisse ici pour la Reinhard Rock numéro 28 à moteur Lehmann Volkswagen qui se fait pousser sur le côté par la Courage Peugeot numéro 18. Mais elles s'en sortent toutes les deux et passent le virage d'Arnage sans problème. La Bentley, décevante aux essais et en qualification, mais qui ne se laisse pas faire durant la course. Elle profite des déboires des autres voitures, comme ceux de la Panos numéro 11 de Brabham, Magnussen et Herta. Oh et attention ici, le pneu de la Chrysler Viper hollandaise numéro 53 a carrément explosé. Et a emporté avec lui un gros morceau de l'avant de la voiture de Mike Heisman. Alors que le team Cadillac attend le retour de Christophe Tinceau. C'est un relais et c'est Max Angelelli qui va le remplacer au volant de la Cadillac. Comme d'habitude, il aide son coéquipier à s'installer. Il fait signe d'y aller, mais il secoue la tête. Apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas. Le mécanicien vérifie. Et encore un virage serré au niveau d'Arnage entre la Ferrari 550 Maranello et la Courage à moteur Judd. Et après 2 heures de course, Johnny Herbert mène toujours dans la voiture numéro 2 et le Team Audi occupe les premières, 2e, 3e et 4e places. La compétition s'avère difficile pour les autres équipes, sauf peut-être pour la petite MG Lola numéro 26 qui est en 5e position et la Dôme de Jan Lammers qui est en 6e position. Encore une erreur ici de la part de la Panos Mugen. Et c'est un stop and go pour Tom Kristensen. Drapeau jaune, c'est une pénalité pour l'Audi numéro 1. Rien de tel pour échauffer un peu plus le sang de Tom Kristensen. Et la Reinhard Rock pilotée ici par Mark Minson s'enterre dans les graviers. On est obligé de la tirer hors du bac. Cette voiture qui a perdu son 3e pilote à la fin des qualifications, tout simplement parce qu'il n'était pas assez rapide. Alors qu'ici, la Ferrari 550 Maranello sort de son stand après des vérifications qui sont allées au-delà des traditionnels changements de pneus et plein d'essence. Et les MG qui font une belle démonstration dans ces 24 heures du Mans. Warren Hughes ici, juste devant l'MG privée américaine de Night Racing. Warren Hughes, fort régulier, impressionnant d'expérience dans cette voiture. Et ici encore une voiture privée, la Riley Scott de Jim Matthews, qui s'est laissé surprendre. Une voiture qu'il partage avec Marc Goussen et Didier Tess. À son tour, une Porsche dans les graviers, la numéro 75.
Et l'Audi numéro 3 qui a enfin réussi à rattraper son retard après ses déboires du premier tour et cette crevaison en début de course. Et Johnny Herbert qui rentre enfin au stand pour se faire remplacer. Je crois qu'il vient d'enchaîner quelque chose comme 4 relais de suite, c'est incroyable. Et c'est Christian Pescatori qui prend sa place alors qu'on vérifie la température de la piste. Et on pose les Michelin sur l'Audi numéro 2. Alors qu'en GT, tout se joue entre les Porsche numéro 80 et 81. En tête pour le moment, la numéro 80 avec les 2 pilotes allemands Sascha Maaßen et Jörg Bergmeister qu'on a prêté à Freisinger Motorsport pour conduire cette Porsche 911 avec Romain Dumas, le français. Warren Hughes dans le stand MG après un bon relais. Anthony Reid jette un coup d'œil. Et Johnny Crane repart au volant. Je suis très satisfait de la façon dont on a amélioré la voiture. Elle reste bien équilibrée, c'est magnifique. J'ai pu faire 2 relais de suite avec les mêmes pneus. C'est un très grand plaisir de conduire une voiture comme celle-ci. Je tire mon chapeau à MG et Lola pour leur excellent travail. La voiture est superbe et je suis très heureux de ce premier relais. Le genre de compliment qui fait toujours plaisir au manager de l'équipe. Bravo Warren Hughes. Oh, une erreur ici, un tout droit de la part de l'Audi actuellement en 2e position. C'est Pescatori au volant. Et une crevaison à l'arrière, c'est pas de chance. Et il lui reste encore au moins 10 km à parcourir avant de retrouver les stands. Oui, nous sommes très contents de nos pneus Michelin. Le problème, c'est qu'il y a des voitures qui partent en tête à queue et qui ramènent du sable ou du gravier sur la route. Cela n'arrive pas qu'à nous. C'est un problème général. C'est toujours le cas sur un circuit aussi large. Une explication peu convaincante de la part de Philippe Peter, mais c'est la première fois qu'il est sur ce circuit avec Audi, alors que la voiture numéro 1 continue sa route sans se soucier des ennuis de crevaison qu'a subi l'autre Audi. Et il ne fait aucun doute que les voitures rapportent beaucoup de gravier sur le circuit et que ce gravier perce les pneus, énormément de crevaison. Et ce n'est pas la faute des fabricants de pneus bien sûr, ce n'est pas la faute des pilotes non plus, ça fait simplement partie de la course. Les événements qui vont suivre ont lieu du samedi 16h au dimanche 16h. Alors que le chronomètre égrène les minutes, l'endurance et les nerfs de tous vont faire l'objet d'une furieuse rafale de tests. Rien de tel pour remettre les montres à l'heure et les performances en question. Êtes-vous à la hauteur des 24 heures? Le Mans, demain à 23h sur ESPN Classic Sport. Oh, et encore un problème pour l'Audi numéro 3 et c'est encore une crevaison à l'arrière. Le fameux casque rose de Marco Werner. Et lui aussi a pas mal de chemin à faire avant de rejoindre le stand. Pas de problème en revanche pour les MG. Johnny Kane qui réussit un superbe relais. Et encore un arrêt au stand pour crevaison donc pour Audi. Et Philippe Peter qui en profite pour prendre le relais. Sur la piste, Kane pousse son MG jusqu'en 3e position au classement général, alors que la nuit commence à tomber. En GTS, la Corvette numéro 63 poursuit à vive allure la Ferrari Maranello. Pas de crevaison cette fois-ci, mais un frein bloqué pour la voiture en tête de la catégorie GT. Kevin Buckler au volant de la Porsche numéro 81, qui fait un tout droit et reprend la piste.
En 675, les MG sont loin devant. Oui, encore des ennuis pour les non-Porsche de la catégorie GT. Ici, la deuxième des Ferrari 360, la numéro 71 qui rentre au stand. Et pour la première fois, des images de la caméra embarquée sur la Dome Jet numéro 9 d'Ian McKellar Jr. et une vue superbe du coucher de soleil. Une situation bien difficile à 300 km/h, le soleil dans les yeux. Et en plus de ça, une Audi qui vient vous doubler. Il freine au niveau du virage d'Arnage. Il va bientôt retrouver le soleil de face avant le virage Porsche. Et le bruit que fait cette Dome est impressionnant. Mais sachez qu'on l'entend beaucoup moins une fois au volant. Il fait signe à la voiture de derrière de passer. Il ne veut pas vraiment se retrouver dans la chicane avec une voiture qui veut le doubler. Et c'était en fait une des MG. Et avec Anthony Reid au volant, cette MG fait vraiment le forcing en ce moment. Il serre à l'intérieur et passe l'Oreca Dallara numéro 15. Anthony Reid, très fort au moment où il double Pedro Lamy, l'ancien coureur de Grand Prix sur Lotus, originaire du Portugal. Et une image incroyable de la caméra embarquée. Regardez Sébastien Bourdet qui décontracte ses deux mains et conduit la voiture avec ses genoux, le tout à plus de 300 km/h. La nuit qui commence à tomber sur le virage Porsche et des soucis ici pour l'Audi numéro 5 japonaise. Il semblerait qu'il s'agisse de problèmes de refroidissement. Les mécaniciens travaillent sur le radiateur. La Bentley, elle, a connu quelques problèmes de turbo. Les Audi ont quelques tours d'avance sur nous maintenant. Ça nous laisse pas trop d'espoir, mais pour ce qui est des autres voitures, il y a une belle bataille. On se repose sur la fiabilité de la voiture et on espère ne plus avoir d'autres problèmes comme ceux qu'on a déjà eus. Et la vitesse est bonne par rapport aux autres. Donc en fait, on fait une très belle course. Effectivement, une très belle course avec beaucoup d'activités derrière les Audi, entre la Bentley, les MG, les Cadillac, les Oreca Dallara et de temps en temps des éclairs de génie de la part des Courage à moteur Peugeot V6 Turbo. Et ici un arrêt programmé pour le Portugais Pedro Lamy. Oh, et un des mécaniciens de Bentley qui renverse presque le caméraman. Il faut toujours faire très attention dans la voie des stands ici aux 24 heures du Mans, car on s'y affaire comme dans une ruche. C'est un arrêt programmé pour Oreca et pour le leader, la voiture numéro 1 de Biella qui est au stand. Sébastien Bourdet chez Courage, qui nous vient tout droit de la Formule 3000 où il fait actuellement une superbe saison. Et Morgan, qui ne font pas une course extraordinaire cette année. Et Hiroki Kato dans l'Audi numéro 5 que l'on pousse hors du garage alors que les mécaniciens expliquent leurs différents ennuis. Et on remarque ici dans les phares de l'Audi numéro 2 le nombre incroyable d'insectes dans l'air nocturne de la Sarthe. Des insectes qui finissent malheureusement soit sur votre pare-brise, soit sur la visière de votre casque. Alors que voici ici le millionnaire suisse, loin d'être content, Walter Brun, ancien propriétaire d'une équipe de Formule 1. On vient de lui annoncer que sa saline est maintenant hors course, quelque part sur le circuit. Et à côté, les rivaux, Corvette Racing. C'est une voiture bruyante et il fait très chaud. Elle est peut-être pas trop sociable lorsqu'on est à son volant, mais bon, on s'habitue.
Je pense que je vais faire 2 relais de suite lors de ma prochaine sortie et puis on verra ensuite, car il fait plus frais maintenant et avec un peu de chance, on pourrait faire trembler les Ferrari. Oliver Gavin, ancien pilote de Pace Car de Formule 1, après une très belle carrière chez les juniors. On essuie pas mal d'insectes du pare-brise pour qu'Oliver puisse voir où il va. Et le bruit unique d'une Chevrolet Corvette. Alors que la nuit est totalement tombée sur le circuit et que la fête foraine bat son plein. Tandis que Dindo Capello regarde ce qui se passe sur l'écran de télé. Et la Porsche numéro 72 qui est allée frapper la barrière. On voit ici ce qui s'est passé. Et on comprend mieux maintenant pourquoi il y a tant de poussière dans l'air. La voiture a en fait un tête-à-queue pour finir en marche arrière dans la barrière. Et donc beaucoup de gravier sur la piste. Des problèmes de boîte de vitesse chez Oreca Dallara. Et encore une crevaison, la 4e pour la Porsche numéro 72 de Luc Alphand. C'est vraiment pas de chance. C'est toujours très difficile de retirer ses roues après qu'elles aient autant chauffé. Pas de chance non plus pour la Cadillac numéro 7. Oh, et un incendie s'est déclaré à bord d'une voiture sur la ligne droite des Hunaudières. Je me demande de quelle voiture il s'agit. C'est la MG Lola numéro 30 qui est en feu. Un incendie d'une très grande ampleur. Et Capello qui a l'air inquiet. Il croit peut-être que c'est une des Audi qui est en flammes. Tout ce que l'on sait, c'est que d'un seul coup, on n'avait plus le contact avec la voiture. Et il y avait un grand feu sur le circuit, mais les caméras se sont tournées vers le stand Audi. Alors on a cru que c'était eux, car on n'avait plus la moindre idée de ce qui se passait, et puis on a appris que c'était nous. Le pilote va bien, et c'est ça le plus important, bien sûr. On avait quelques problèmes électroniques sur la voiture, mais ça allait mieux sur la fin. Les problèmes étaient intervenus lors de la première heure, mais on avait réussi à bien revenir. Mais Mel nous a raconté qu'en arrivant à la deuxième chicane, il a vu un grand panache de flammes sur le côté gauche du cockpit. Il a heureusement réussi à sortir, et c'est ça le plus important. Ce n'est donc pas une surprise si les organisateurs de la course ont décidé de faire sortir la voiture de sécurité. Sur un circuit de cette ampleur, il y a en fait 2 voitures de sécurité, alors que l'on descend le rideau sur le stand de la MG numéro 30. Après 8 heures de course, le classement est donc le suivant. Audi, Audi, Audi et en 4e position la MG numéro 26. Et cette voiture au bord de la piste a étrangement l'air d'une MG. Alors que l'Audi numéro 1 continue de fendre la nuit. Bentley, actuellement en 4e position, continue sa course, sûrement. Butch Leitzinger est au volant et il semble qu'il va y rester. Il a décidé de ne pas changer avec Andy Wallace ou Eric Van de Poel. Et pour MG... Nous sommes parmi les 4 ou 5 premiers depuis des heures. Depuis la fin de la première heure, je crois. Nous avons été ensuite 3e pendant presque 1 heure et 4e ensuite. La voiture est excellente et sans aucun doute très rapide. C'est un peu triste de voir que c'est un des éléments avec lesquels nous n'avions eu aucun problème auparavant, la transmission, qui nous lâche maintenant. Hugh Chamberlain, visiblement fatigué et frustré, alors qu'Audi est de retour au stand. Et il s'inquiète toujours à propos de leurs pneumatiques. Nous avons un système qui mesure à tout instant la pression des pneus et renvoie les informations au stand.
Il y a aussi une lumière d'alarme sur le tableau de bord, parce qu'on peut avoir de gros ennuis si on ne ralentit pas avec un pneu crevé. Mais ce système vous dit seulement qu'il faut s'arrêter, il ne va pas réparer le pneu. Johnny Herbert qui s'en va, alors que même chez Audi on commence à fatiguer. Christophe Tinsault qui ramène la Cadillac numéro 6 au stand pour laisser le volant à Max Angelelli. Et c'est à ce moment-là que tout le monde doit garder sa concentration. La journée a été longue et chaude et la nuit est maintenant avancée. Il faut faire attention. Bon, là pendant tout mon relais, je n'avais pas de compteur, pas de tableau de bord. En gros, j'ai conduit ce que la voiture me donnait. Et puis on a fait une bonne stratégie lors du Pescar, on ne s'est pas arrêté. Et il y a beaucoup de voitures qui sont rentrées, on a gagné beaucoup de temps sur ce passage-là. Puis ensuite, j'ai vu par rapport aux Audi et à la Bentley, ça roulait à peu près, j'avais pas de temps, c'est-à-dire j'avais aucune information. Mais je voyais à peu près, j'avais la Bentley qui était pas très loin devant, donc ça va aller. Donc je roulais bien, les pneus ne s'abîmaient pas, donc j'ai fait 4 relais de suite et ça a porté ses fruits. Et voici une autre des voitures françaises, la Courage Peugeot numéro 18 qui part en tête à queue sur de l'huile issue de son propre moteur. C'est dans le virage d'Indianapolis. La voiture qui dépose beaucoup d'huile sur la piste. Et le moteur turbo qui chauffe le tout. Heureusement, il n'y a pas d'incendie. Mais c'est sûrement pas un bon endroit pour s'arrêter au beau milieu du virage. Alors que les ingénieurs Sodemo évaluent les dégâts sur ce moteur V6, on dirait que le problème est de taille. On a sorti les drapeaux jaunes pour prévenir du danger et le drapeau jaune à rayures rouges qui indique qu'il y a de l'huile sur la piste. On remarque aussi avec la réflexion de la lumière les morceaux de caoutchouc brûlés, les graviers et autres qui se sont accumulés sur le circuit. Ce qui signifie que l'on ressort le Pace Car. Il y a du nettoyage à faire après cette fuite d'huile de la Courage Pescarolo. C'est les 24 heures du Mans et il faut arriver demain à 16h et je pense qu'il y aura d'autres abandons d'ici là. La Panose qui rentre au stand. Ces 24 heures du Mans sont véritablement catastrophiques pour les Panos. Il y a 2 ou 3 ans, ces voitures étaient fantastiques, mais David Brabham, Yann Magnussen et Brian Herta ne savent plus trop quoi faire maintenant. Ingénieur qui secoue la tête. Les choses n'ont pas l'air de s'arranger pour le team Panos. Andy Wallace qui vient juste de terminer son relais à bord de la Bentley. Et tout le monde est fatigué, c'est normal. Ce qui n'empêche pas de garder un bon sens de l'humour. Alors que certains mènent une vie un peu plus glamour, les ennuis continuent pour Panos. La deuxième voiture ici, la numéro 12. Gunnar Jeannette, le pilote, qui doit la pousser jusqu'au stand. Il n'aura pas le droit de l'aider tant qu'il n'aura pas passé la ligne des stands. Et après 12 heures de course, les 3 Audi sont en tête devant la Bentley, puis la première Cadillac. Et la Bentley qui ici n'améliore pas son classement, Eric Van de Poel au volant. Et d'autres aussi ont des ennuis, la Porsche numéro 81 en GT. Qui réussit pourtant à rejoindre la piste sans trop de soucis. Oliver Gavin dans la Chevrolet Corvette numéro 63, toujours à la poursuite de la Ferrari. Oh mais les choses vont peut-être changer parce que voici la Ferrari 550 Maranello en feu. Un incendie qui s'est déclenché suite à un court-circuit. Et c'est l'abandon pour la Ferrari qui avait pourtant été éblouissante depuis le début de la course en GTS.
Et les mécaniciens de Chevrolet qui se réjouissent de ce feu chez Ferrari, comme c'est cruel, alors que Franck Biella attend le signal pour repartir. Voilà qui est fait. Et cet animal doit se demander ce qui se passe. Heureusement qu'aucune voiture ne percute cette fouine ou cet écureuil à 300 km/h au beau milieu de la nuit. En GTS, avec l'abandon de la Ferrari, ce sont maintenant les Corvettes qui mènent devant la Viper numéro 52 et la Saline numéro 68. Alors que dans le stand MG, on se réjouit toujours de cette première position dans la catégorie des 675. Oh, et un moment terrible à la sortie de la deuxième chicane des Hunaudières pour la Dome Jet de Jan Lammers, qui a réussi à éviter la barrière, mais qui a dû quitter la piste pour éviter la Viper numéro 52. La Viper qui est actuellement en 3e position dans la catégorie GT et qui rentre au stand. C'est un arrêt de routine, plein d'essence et changement de pneus. Alors que les Audi continuent leur sempiternelle ascension, tandis que l'aube se lève sur le circuit. Tom Kristensen semble ravi. Il était une fois le ballet de la séduction, puis le temps du face-à-face. Et enfin vint le moment de conclure. Les corps se mêlent jusqu'à ne plus faire qu'un. Ne craignez pas d'étreindre avec ferveur. Cela peut dérouter, mais la témérité est toujours récompensée. Grand Prix Moto, ce soir à minuit sur ESPN Classic Sport. Les Audi qui n'ont aucune difficulté à doubler qui bon leur semble. Et l'Audi numéro 1 a 3 tours d'avance maintenant sur la numéro 2. Un écart qui se réduit de temps en temps, mais 3 tours, c'est une belle avance. Sur la ligne droite des Hunaudières, la Bentley est extrêmement rapide. Eric Van de Poel ici à 306 km/h. Bentley qui négocie aussi très bien les virages. Une magnifique voiture de course. Franck Biella à bord de l'Audi numéro 1 est un tout petit peu plus rapide à 308 km/h. Mais les Audi, les Bentley et les MG sont les 3 voitures aux meilleures vitesses de pointe dans cette course. Eric Van de Poel qui rentre au stand. Et Leitzinger qui s'apprête à prendre sa place. Alors qu'à l'autre bout des stands, c'est Kristensen qui remplace Biella. Vous avez passé une bonne nuit? Pas mal. Et vous? Non, ça s'est bien passé. La voiture marchait mieux pendant la nuit. Les pneus résistaient mieux car il faisait plus frais. Le seul truc que je pourrais dire, c'est que le deuxième relais était plus difficile car les pneus étaient lisses. Mais il n'y a pas de problème important. Tout va bien. Une différence effectivement pour la Bentley qui doit rouler avec des pneus légèrement plus étroits, des 14 pouces au lieu de 16 pouces sur les Audi. Mais cela n'a pas l'air de changer grand-chose pour Hiroki Kato qui, avec ou sans pneus de 16 pouces, rate son virage, traverse le bac à gravier. Il ne ralentit pas, il devrait pourtant. Et il va retrouver la piste. Après son tête-à-queue sur la ligne droite des Hunaudières, la Dome Jet de Lammers doit une fois de plus faire un tour au stand. Audi qui occupe les 3 premières positions, Bentley à la 4e place, la première des Cadillac est 5e et la première des Oreca Dallara 6e. Alors que la Morgan est toujours là, malgré tous les ennuis qu'elle a pu avoir dans la nuit. Elle parvient même à troubler le jeune Suédois Ted Bjork qui est au volant de la Courage à moteur Judd. Et ce n'est pas un reculon qui va remporter cette compétition, ça c'est sûr. Et voilà ici qui rejette tous les graviers qui étaient dans la voiture, alors qu'il y a un morceau de carrosserie sur la piste.
Et c'est Pedro Chavez, le portugais, dans la Saline 7R numéro 23. Un gros problème ici au niveau de la carrosserie. Et à cette vitesse, ça ne peut que partir en morceaux. Et l'équilibre de la voiture s'en trouve changé. Et c'est beaucoup plus difficile à piloter. L'aérodynamisme a complètement disparu à l'arrière de la voiture. Les choses sont bien difficiles au niveau du virage Porsche. Un incident qui a retenu quelque peu l'Audi. Mais les choses auraient pu être bien pires à cet endroit très dangereux du circuit. Saline qui rentre donc doucement au stand. Alors que c'est l'aube et que l'on va bientôt pouvoir éteindre les phares. Kato qui semble inquiet à propos de quelque chose à l'arrière de sa voiture. Et les mécaniciens Audi qui ont tout un arrière-train de rechange pour l'Audi numéro 5. Voilà qui rentre au stand. Quoi qu'il arrive, on va faire le plein. Et on dirait qu'on va aussi changer le volant. Un ensemble d'éléments très compliqués, bourrés d'électronique qui vaut des dizaines de milliers de dollars. Et on dirait que cela a suffi. Il semble que les choses soient rentrées dans l'ordre. On n'aura donc pas besoin de la boîte de vitesse de rechange. La Porsche numéro 80, première au classement en GT, pilotée par Dumas, Maassen et Bergmeister. Et les tristes restes de la Ferrari 550 Maranello. Que s'est-il passé? On avait une fuite d'huile. On a porté la voiture au garage, mais elle a pris feu avant d'arriver. Les dégâts subis sur le circuit étaient trop importants pour qu'on puisse la rapporter. Nous étions assez contents de la fiabilité de la voiture. Bien sûr, nous n'avions jamais fait de course de 24 heures avant, mais nous nous étions préparés sur de longues distances. Nous étions confiants. C'est vraiment dommage parce que l'équipe avait vraiment beaucoup travaillé pour arriver à ce niveau. Oh, et de la fumée à l'arrière de la Cadillac numéro 6, ici pilotée par Christophe Tinceau. C'est une crevaison qui a entraîné un problème de plus grosse importance. On dirait que cela a endommagé tout l'arrière de la voiture. Pas facile à piloter dans ces conditions. Et il arrive au stand juste devant son coéquipier. Stand Cadillac qui va être assez encombré. Gigi Leto qui sort de la numéro 7. Il y a beaucoup à faire sur la numéro 6. Et on dirait qu'il faut aussi réparer les suspensions en plus de la carrosserie. Oh, alors que c'est la fin du rêve ici pour MG, la MG Lola numéro 27. Panache de fumée qui annonce la triste nouvelle. Le moteur est cassé. Et donc c'est la fin des espoirs pour l'équipe de Mac Blundell, Kevin McGarrety et Julian Bailey qui avaient jusque-là fait pourtant une superbe course. Et le stand désert ne laisse aucun doute. En GTS, les deux Corvettes mènent la danse, suivie de la Chrysler bleue numéro 52. Et non loin derrière se situe la première des voitures de Monsieur Chéreau, la Chrysler numéro 50. Tout le monde a le droit d'être fatigué. Emmanuel Pirot, ici à la recherche d'un peu de concentration, alors que son coéquipier sur le circuit vient d'effectuer le tour le plus rapide en course. 3 minutes 33 secondes, 483 à bord de l'Audi numéro 1, une moyenne de plus de 230 km/h. Oh, et encore une crevaison pour l'Audi numéro 2. Pescatori est au volant alors que Johnny Herbert attend au stand avec les mécaniciens. Il n'en croit pas ses yeux. Regardez le volume de caoutchouc qui se détache juste avant le virage d'Indianapolis. Et Capello réussit à rapporter la voiture au stand. Le stand Cadillac, au moment où Angelelli sort de la voiture. Et un début d'incendie. Vite maîtrisé, heureusement. Ouais, quelqu'un qui s'est encastré dans la barrière ici, on dirait une des Cadillac. Et on agite le drapeau jaune en signe de danger. C'est effectivement la Cadillac numéro 6 qui vient de sortir du stand. Elle a pris la barrière au niveau du tertre rouge. Mais pas trop de dégâts visiblement puisqu'elle reprend la piste. Alors que l'on a enlevé tout l'arrière de l'Audi numéro 3 de Krum, Peter et Werner.
Mécanicien qui s'affaire. Il n'y a pas beaucoup de place pour manœuvrer dans les stands au Mans, mais l'Audi numéro 3 réussit à sortir après les réparations. A quand même perdu une dizaine de minutes. L'Audi numéro 1, Biella est déjà au volant. Mais la voiture ne veut pas démarrer. Jamais de panique chez Audi, ils ont toujours l'air de connaître la solution au problème. On pousse donc la voiture dans le garage. Et les ingénieurs du Team Just se mettent au travail, très efficaces comme à leur habitude. Et pendant ce temps, Johnny Herbert fait un superbe relais avec l'Audi numéro 2. Il réussit à reprendre un tour à ses coéquipiers. Il continue à accélérer pour essayer de reprendre un maximum de temps sur la numéro 1, tandis que celle-ci est au garage. Et cela ne devrait durer pas trop longtemps. Les mécaniciens toujours aussi efficaces et rapides, et voilà, elle repart. Chez Oreca Dallara aussi, on est capable de réparations extrêmement rapides. Je suis heureux parce que le team vient de faire une très belle performance. Ils ont changé la boîte de vitesse en 6 minutes et 10 secondes, c'est-à-dire exactement un temps un peu plus rapide que celui d'Audi, donc ce qui est une belle performance. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on conserve notre 5e et notre 6e place. C'est la 5e et 6e place du classement général, ou c'est la première et la seconde. Un stop and go ici pour la Porsche numéro 80, actuellement en tête en GT. Et voici sa rivale, la Porsche numéro 81. Elles se battent avec acharnement depuis le début de la course. Alors que c'est la fin pour la Morgane. Et on remercie ici l'équipe de relations publiques d'Audi pour leur bon travail. Tom Kristensen ne fait pas de cadeau sur le circuit. Il a beau être loin devant tout le monde, il sait que le meilleur moyen de garder toute sa concentration, c'est de continuer la course. Il double ici la Cadillac au virage d'Arnage, alors que Van de Poel monte dans la Bentley pour prendre le relais. Nous avons eu un problème à la fin de la première heure de course. Nous avons obtenu la 4e place à la fin de cette première heure et nous estimions que nous méritions cette place. Il a fallu ensuite réparer le compresseur qui a cassé et cela nous a coûté quelques minutes, ce qui nous a fait chuter à la 18e place. Il a fallu qu'on se batte jusqu'à après minuit pour remonter à la 4e place. Et nous y sommes restés depuis. Ça n'a pas été aussi facile que nous espérions, mais nous sommes contents et nous espérons que ce sera toujours le cas dans une heure. L'équipe Bentley qui a de bonnes raisons d'être satisfaite. Alors que l'Audi numéro 3 au stand pour un arrêt programmé. Nous avons été extrêmement bons. J'ai fait un tour en 3 minutes 34 lors de mon dernier relais, ce qui est très bon à ce moment de la course. J'aurais pu reprendre plus de temps sur l'Audi numéro 2, mais le problème technique nous laisse en 3e position. Kevin Buckler et ses deux coéquipiers allemands sont juste devant la Porsche numéro 80 en GT. Quelle course! Les pneus Michelin ont été incroyables. Nous n'avons pas eu le moindre problème. On a fait plusieurs fois 2 relais avec les mêmes pneus et mes hommes ont été extraordinaires. J'ai la meilleure équipe qui soit. Je suis très content, mais je ne voudrais pas parler trop vite. Beaucoup de sagesse de la part de Kevin Buckler pour ses premières 24 heures du Mans, parce qu'il y a encore beaucoup à faire. Alors que la pauvre WR Peugeot est en train de perdre la tête de la course dans la catégorie 675 au profit de cette voiture, la Reinhardt numéro 29. Et voilà, le changement de leader dans la catégorie 675. Une demi-heure seulement avant la fin de la course. C'est cruel. Alors que l'équipe américaine se prépare pour la photo finish, les 2 Cadillac et les 2 Corvettes. Vraiment, quelle malchance pour la WR Peugeot en 675. Rupture de suspension. Bien sûr, ils vont essayer de réparer, mais pour cette voiture, cela signifie enlever toute la carrosserie et ce n'est pas une tâche facile.
Alors que les Audi se préparent aussi pour la photo et Tom Kristensen les félicite du stand. Emanuele Pirro dans la voiture de tête devant Johnny Herbert. Et le nouveau leader en 675, Christophe Pilon dans la Reinhardt numéro 29. Un message sympathique de la part de Pekka Sport qui a dû abandonner assez tôt dans la course. Et c'est à nouveau cassé. La réparation n'a pas tenu sur la WR Peugeot de Stéphane Daoudi. Alors que Kristensen a hâte que tout soit fini maintenant. Et l'horloge termine tranquillement le décompte jusqu'à 16h. Toutes les voitures s'alignent derrière les premiers. Et Emanuele Pirro qui s'approche de la ligne d'arrivée dans l'Audi numéro 1. Et c'est fini. Emanuele Pirro qui est tellement content qu'il est pratiquement sorti du cockpit. Il conduit avec ses genoux. Et le stand Audi est en délire et pour cause. Quelle réussite pour ce constructeur. Personne n'avait encore réussi cela auparavant. 3e victoire d'affilée pour la même équipe de pilotes. Emanuele Pirro, Tom Kristensen et Franck Biella. Un triomphe pour Audi. Et un baiser de consolation pour Rinaldo Capello, tout de même 2e. La pole position et une très belle course pour Johnny Herbert et Christian Pescatori. Et ce n'est pas la victoire qu'il espérait. Les résultats après donc 24 heures de course, Audi aux 3 premières places, Bentley en 4e et les 2 Oreca Dallara en 5e et 6e position. Alors qu'en GT, la Porsche numéro 81 l'emporte de justesse devant la Porsche numéro 80. En GTS, les 2 Corvettes arrivent 1re et 2e, mais la bataille fut beaucoup plus dure cette année, notamment face à la Chrysler Viper numéro 52 et surtout la Ferrari 550. C'est un rêve qui se réalise pour nous. Nous avons travaillé très dur pour cette course de prestige. Tout le monde nous disait que nous pouvions y arriver, mais le respect que nous portons à cette course et notre dévouement tout au long de la course, le fait de ne jamais laisser tomber, quels que soient les problèmes, notre équipe, les mécaniciens au stand et la voiture, tout a fonctionné parfaitement et nous n'avons jamais abandonné. Sur vos 3 victoires ici, est-ce la plus difficile au point de vue mental? Non, pas vraiment. L'année dernière a été difficile pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, la disparition de notre coéquipier et très bon ami, Michele Alboreto, juste avant la course. Et puis les conditions torrentielles avaient rendu la course extrêmement difficile l'an passé. Cette année, même si nous avons pris la course comme une parmi tant d'autres, tout le monde nous parlait de ces 3 victoires consécutives avec la même équipe, ce qui était encore sans précédent. Nous avons commencé doucement à y croire. Mes jambes ont commencé à trembler. Nous avons eu de la chance qu'il y ait eu beaucoup de compétition, et cela jusqu'à la dernière demi-heure, pour que je puisse rester concentré. Mais je crois que j'avais le boulot facile quand même par rapport à lui, qui devait rester à attendre au stand. Pirro, Kristensen et Biella soulèvent donc leur trophée de vainqueur. Et une superbe 3e victoire consécutive pour cette équipe et pour Audi. Et le président de l'ACO, Michel Cosson, qui offre le trophée du constructeur au docteur Wolfgang Ulrich, dont l'équipe vient de réussir un bien bel exploit.